que de la dramaturgie parce que enfin, je veux que ça soit un peu plus large. Juste un petit rappel, bon, il en a un peu parlé déjà, Christian, là, mais sur l'histoire de la lumière, jusqu'à ce qu'on arrive au XXe siècle, la lumière, c'est quand même quelque chose qui sert juste à ce qu'on y voit clair. Alors après, avec ce qu'on voit les comédiens, ce qu'on voit... et on arrive, je fais un récapitulatif très rapide parce que ce n'est pas le but de la conférence, mais quand même c'est important pour ce qui va se dire après. Et on arrive à l'époque de Villard avec un monsieur qui s'appelle Savron, qui, à la demande de Villard, va commencer à faire de la lumière par points, en éclairant des zones dans lesquelles vont se situer les moments de jeu, pour essayer de ne plus avoir un plateau totalement éclairé, mais pour arriver à focaliser le regard du spectateur. Et c'est le début de la lumière, entre guillemets, qu'on pourrait appeler dite moderne, où d'un seul coup, la lumière commence à avoir un rôle dans un spectacle. Le deuxième grand monsieur de la lumière dont je veux parler et qui me sert à introduire le sujet, c'est Diot, André Diot, qui lui, en rencontrant, que j'ai revu encore il n'y a pas longtemps, là, un hommage à Chéreau, qui en rencontrant Patrice Chéreau, parle de peinture, parle d'application de la lumière utilisée dans la peinture pour la transposer sur un plateau de théâtre. Diot, je ne sais pas si vous avez vu des éclairages qu'il a fait, mais sa grande renommée, c'est le clair-obscur, pour ne pas dire le noir, pour les gens qui parlent de lui un peu... sa grande spécialité, c'est de mettre les comédiens dans le noir. Non, c'est le clair-obscur. C'est un grand fan de la peinture du XVIe et du XVIIe. Et donc ça, et lui, c'est ce qui fait vraiment rentrer l'éclairage au théâtre dans ce qu'on est aujourd'hui. On est tous quelque part... on est tous là aujourd'hui grâce à lui parce que c'est lui qui a amené ça. C'est le premier, c'est peut-être qu'il y en a eu d'autres après, mais c'est lui le premier. À partir de là, il y a plusieurs courants qui se sont dessinés avec des noms d'éclairagistes qui sont attachés. Vous avez un éclairagiste qui s'appelle Patrice Trottier qui travaillait avec un metteur en scène qui s'appelait Antoine Vitez, qui lui a beaucoup travaillé sur l'aspect esthétique de la lumière, avec les directions, avec le travail sur les ombres. Et sur un esthétisme qui lui était bien particulier. En l'occurrence, il a travaillé beaucoup avec les fluos qu'il a découvert, que Diot avait ramené, qu'il a découvert, avec lequel il a fait énormément de choses, notamment sur la trichromie. Après, vous avez un autre éclairagiste qui s'appelle Alain Poisson, qui a beaucoup travaillé avec Jérôme Savary. Comme vous pouvez le constater, à cette époque-là, comme on peut aujourd'hui d'ailleurs, ils étaient attachés, les noms des éclairagistes sont attachés avec un metteur en scène, un peu comme les décorateurs avant qu'il y ait la lumière. Par exemple, à Carre, avec des metteurs en scène comme Garand ou des gens comme ça. Et donc Poisson, lui, il faisait de la lumière pour Savary, c'est plutôt du musical, c'est beaucoup de la couleur, c'est un autre travail, et c'est proche de la comédie musicale. Et ça, c'est vraiment les trois grands courants des années 70, et c'est trois éclairagistes qui ont éclairé à peu près tout ce qui bougeait à cette époque-là, tout ce qui se faisait au théâtre. Ensuite, comme on disait, les écoles sont arrivées et on a commencé à faire des formations à partir de ça. Et donc de là, sont arrivées une nouvelle génération, dont je fais partie, une partie autodidacte et une partie de gens qui ont appris à faire de la lumière d'un point de vue technique et d'un point de vue théorique. Alors technique, pour faire de la lumière, c'est un peu comme un peintre, hein, il faut connaître... il est important de passer par la technique. Il faut savoir... connaître les projecteurs, savoir à quoi ils servent, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs caractéristiques, et qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec pour pouvoir les utiliser en fonction de nos envies, entre guillemets, dites artistiques. Voilà. Et donc ces écoles ont formé des gens, il y a eu d'autodidactes, et on retrouve des styles qui ont un peu évolué. Et quand vous allez au spectacle aujourd'hui, il y a plusieurs styles de lumière. Il y a des gens qui font de la lumière très esthétique au théâtre, qui ne racontent pas forcément d'histoire, qui font des très très jolies lumières. Ils vous mettent les décors en valeur, ils vous mettent tout ça, mais ça ne raconte pas grand-chose. Il y a des gens qui font de la lumière juste pour qu'on y voit. Donc ils ont un parti pris, froid ou chaud, peu importe. Donc froid, ça veut dire une lumière plutôt légèrement bleutée qui a une tendance à aller vers la lumière du jour, ou chaude, qui est plutôt une lumière... dite artificielle quand on fait du cinéma qui est plus jaune, plus orangé, et ça bouge pas beaucoup, et c'est en fait de la dramaturgie, c'est ce qu'on appelle une lumière un peu brechtienne en l'occurrence. Donc la lumière n'a pas d'autre fonction, on revient à une fonction qu'elle avait avant, c'est-à-dire éclairer la scène et éclairer le travail du metteur en scène et des comédiens. Voilà. Moi je pense,
et c'est de ça dont je vais vous parler, qu'il y a une... Enfin, moi, j'ai en tous les cas essayé de développer une voie intermédiaire à tout ça, et qui fait que j'ai décidé de faire de la lumière parce que j'avais vraiment envie de développer ce côté-là que je vais vous exposer. C'est-à-dire que moi, pour ça, il faut que je prenne un peu mon parcours. J'ai été assistant d'un des éclairagistes dont je vous ai parlé, qui s'appelle Alain Poisson, pendant, je ne sais pas, disons 7-8 ans. Et j'ai donc appris sa méthode de travail à lui. Et il se trouve que c'est un monsieur qui, donc, je vous ai dit, il travaillait beaucoup avec la couleur, mais il travaille tout le temps avec les mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'il a une gamme de couleurs. Là, il vient de faire un spectacle avec Jean-Pierre Vincent qui s'appelle Iphigénie en tauride. Et c'est les mêmes couleurs que celles qu'il utilisait quand j'étais assistant de ce monsieur il y a 25 ans. Donc ça veut dire qu'il décline une technique qu'il a, une palette qui fait, et c'est là où je veux en venir, qui fait qu'on reconnaît automatiquement sa lumière quand vous allez voir un spectacle. Au même titre que vous allez reconnaître une lumière de Dio ou une lumière de Trottier, ils ont des signatures. Et des metteurs en scène travaillent avec eux parce qu'ils veulent voir cette lumière-là. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, et j'ai donc ensuite remplacé Alain Poisson pour faire les lumières de Jérôme Savary. Donc j'ai été obligé d'appliquer cette méthode-là, parce que ce metteur en scène voulait voir ce genre de lumière-là. Et moi, je trouve ça particulièrement ennuyeux, parce que tout le temps les mêmes couleurs, les décliner, il y a un moment donné, même si vous avez 7 couleurs, ça fait un nombre de combinaisons assez important, mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'ai décidé d'aborder la création d'une autre manière, qui est à chaque fois repartir à zéro. Donc on est bien d'accord que comme on fait du théâtre, la première chose la plus importante, ce de quoi on part, c'est le texte. Donc déjà vous avez un texte qu'on vous propose, quand on vous propose d'éclairer un spectacle, on vous soumet le texte. Donc la première chose, c'est effectivement de le lire. Ensuite, une fois que j'ai lu ce texte, en général, on va à une lecture avec le metteur en scène et les comédiens. J'écoute attentivement tout le texte, j'écoute surtout les informations que le metteur en scène donne sur la direction qu'il veut donner au spectacle et sur la direction, ce qu'il veut faire ressortir comme idée, ce qu'il veut développer comme thème à travers le texte qu'il a choisi de monter. Une fois qu'il a fait ça, moi je rentre chez moi, et là commence tout un travail de recherche. Donc là, je vais commencer à m'appuyer sur des exemples. Par exemple, vous verrez tout à l'heure des photos d'un spectacle qui est Le Songe d'une nuit d'été, qui avait mis en scène Muriel Mayette à la Comédie Française. Et son thème à elle, c'était que le songe, c'était un rêve et que c'était comme si on était dans une BD. Donc, ok, super. Donc, j'ai effectivement été j'ai été chercher plein de BD, pas forcément autour du thème du songe d'une nuit d'été, mais juste pour voir les couleurs, pour voir ce qu'on pouvait faire sur tout ce qui est BD, sur le thème du rêve, sur des choses qui étaient dans le rêve, dans le songe, dans des choses comme ça. Mais j'ai également écouté le songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, c'est-à-dire que j'étais aussi cherché dans la musique. J'ai aussi été cherché dans la peinture. J'ai été chercher dans tous les domaines qui tournent autour du songe d'une nuit d'été. J'ai regardé le film qui a été fait, d'ailleurs j'ai oublié le nom du réalisateur, sur ça. J'ai été chercher dans tous les domaines, tout ce qui s'est fait autour du songe. J'ai lu plusieurs traductions aussi. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, pour faire ce spectacle-là, on travaillait sur la traduction de François-Victor Hugo. Moi, j'ai été lire celle de Jean-Michel Desprats, j'en ai lu une autre, j'ai oublié le nom. Bonnefoy. Pardon ? Bonnefoy. Oui, exact. Donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu la lecture du texte et ce qu'elle voulait en faire, ce qu'elle voulait développer à partir de là, moi, j'ai été me renseigner le plus largement possible dans tous les arts qui sont à ma disposition pour voir ce qui avait été fait autour de ça et ce qui pouvait me charger en idées. Ce qui pouvait me donner des idées, ce qui pouvait me faire rêver, ce qui pouvait m'inspirer, ce qui me disait aussi, ça, j'ai pas envie de le faire. Et donc, je me suis chargé avec tout ça. Ensuite, on a eu un rendez-vous pour le décor. Et donc là, moi, je suis arrivé avec cette charge sur un décor, et le décor, en l'occurrence, là, était un décor entièrement blanc, complètement abstrait, qui n'avait rien de réaliste,
Parce qu'elle voulait qu'en fait, comme elle était partie sur l'idée du rêve, elle voulait que ce soit comme un grand drap blanc, et qu'au fur et à mesure que le spectacle se déroule, ce drap se plisse, se froisse, comme si quelqu'un avait rêvé qu'il avait bougé dans le lit et que les draps s'étaient froissés. Donc on avait un énorme décor blanc comme ça, enfin une grande toile blanche qui remontait, qui faisait comme une grande vague, et qui au fur et à mesure du spectacle pouvait bouger. Et du coup, c'était très abstrait, et je me suis vraiment posé la question de savoir comment j'allais traiter tout ça, parce qu'il y a quand même plein de choses différentes dans cette œuvre. Il y a un début qui est très réaliste, il y a une continuité qui se passe dans la forêt, il y a du rêve. Et donc la vraie question était de savoir comment, une fois qu'on était sorti de cette ville qui était très réaliste, qu'on jouait dans le début de la salle au début, une fois qu'on était dans ce décor blanc qui était complètement neutre, comment moi j'allais pouvoir réussir à donner un réalisme à ça, et comment quand on était dans les parties de rêve et de songe et de fées, j'allais pouvoir marquer ce changement d'univers. Donc vous allez voir tout à l'heure que, je vais vous montrer des photos, je peux même vous les montrer dessus d'ailleurs, que j'ai traité ça avec que de la couleur. Vous voyez, ça c'est une des photos. Donc, bon, il y a un peu de rose effectivement en compte, mais les personnages sont vraiment blancs, et ça c'est quand on est dans la ville. Il y avait vraiment, et sur un fond noir, c'est vraiment quelque chose de très neutre, et il n'y a absolument aucune couleur. Alors que quand on va dans la forêt, voilà, par exemple, un des moments où il est changé en âne, donc là, vous voyez ce fameux sol blanc avec cette grande vague derrière, où je me suis amusé avec des roses, du vert, et donc pour montrer qu'on était dans un endroit qui n'était pas naturel. Au lieu de le décaler, comme je n'avais pas de décor, je l'ai décalé avec de la couleur, et j'ai mis les personnages dans des couleurs qui ne sont pas réalistes en fait, puisque je les ai transformés en vert là, sachant que, comme vous pouvez voir sur les visages, j'ai gardé un blanc pour qu'on ait les visages qui sortent, qui restent des personnages. C'est le côté humain qui est transformé dans un rêve. On voit encore là. Ça, c'est le fameux roi et la reine. Voilà, donc là, vous voyez, il y avait des espèces d'arbres blancs qui descendaient. Pareil, j'ai tout passé en mauve, parce que ça m'intéressait justement de tout décaler. Dans la colorimétrie, ça c'est le roi et la reine des fées, en l'occurrence. Et la dernière photo, j'en ai encore une. Voilà, et ça c'est pareil, donc c'est ces fameux amoureux, vous voyez, qui sont toujours dans cette espèce de songe et qui sont complètement envoûtés. Donc on retrouve toujours la même couleur, hein. J'ai gardé les couleurs derrière pour quand ils étaient sous l'effet comment on dit, de la magie du roi et de la reine des fées. Donc j'ai fait un travail sur ce spectacle-là, en l'occurrence, uniquement sur la couleur, et qui était venu de ce que j'avais vu dans ce fameux film dont je vous parle, qui était un film hollywoodien dont j'aurais dû travailler un peu plus et vous redonner la référence, mais je n'ai pas les mémoires des noms. Et qui était intéressant parce que justement la Reine des Fées, elle était dans quelque chose qui était très coloré, très magique, et ça m'avait inspiré, et je me suis dit que comme en plus la metteur en scène voulait de la BD, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était effectivement d'allier son désir de BD et mon désir de trouver une solution pour qu'il y ait un réalisme, un rêve, et arriver à ce que ça soit un peu magique, c'était de travailler sur la couleur, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, ce premier exemple, il est vraiment... c'est quelque chose, si vous voulez, où je dirais que c'est tout un peu du papier, enfin c'était tout un peu mâché par le metteur en scène. C'est-à-dire elle savait ce qu'elle voulait, elle avait l'idée du drap, elle avait l'idée du décor blanc, elle avait l'idée de la bande dessinée, elle avait plein d'idées. Donc moi je me suis contenté, entre guillemets, sur ça, de l'accompagner dans ce qu'elle avait envie de voir. Elle m'a exprimé ses idées, moi je les ai traduites, j'ai été me documenter dans plein de domaines, et je lui ai amené ce qu'elle avait envie de voir. Je n'ai pas amené quelque chose de personnel dans la narration du spectacle. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est-à-dire que je ne me suis pas mêlé de mise en scène. Je lui ai juste fourni le matériau dont elle avait besoin
pour qu'elle puisse, elle, dans sa mise en scène, raconter ce qu'elle avait envie de raconter. C'est-à-dire que quand elle voulait que ça soit vert, la partie verte, je lui ai mis du vert en sortant les personnages, etc. Mais moi, je n'ai pas été raconter une autre histoire que la sienne, où je n'ai pas été essayer de forcer le trait, de faire ce que j'appelle du pléonasme lumineux. Je vous expliquerai après ce que j'appelle du pléonasme lumineux. C'est-à-dire que je l'ai juste soutenu dans ses envies. Je n'ai pas été au-delà de ce qu'elle voulait, je n'ai pas été raconter autre chose. Je suis juste un complément, ma lumière est juste un complément de ce qu'elle racontait, et un soutien à ce qu'elle racontait. Je vais vous parler de 2 autres spectacles. J'ai pris ces 2 spectacles parce que c'est 2 spectacles qui se passent sur une journée. C'est-à-dire qui commencent le matin et qui finissent le soir. Et dans les 2 cas, que ce soit pour Gisèle ou que ce soit pour Phèdre, il voulait absolument voir le temps de la journée passer. La différence entre les 2 spectacles, d'abord il y a un ballet et une pièce de théâtre, donc déjà ça c'est une première différence, sauf que ce ballet, Sylvie Guilhem voulait absolument que ce soit un ballet qui ne soit pas éclairé comme du ballet classique, c'est-à-dire on fait une ambiance lumineuse, on met une poursuite sur le soliste, quand tout le corps de ballet rentre, on éteint la poursuite, on allume tout le plateau, on fait un grand plein feu pour qu'on voit toutes les danseuses, etc., etc. Elle voulait que ça soit éclairé comme un opéra. Donc ça c'était la première contrainte technique. C'était pas de poursuite, y compris quand il y a la soliste, jamais de poursuite. Ensuite, vous allez voir, quand je vais vous montrer, enfin vous avez vu une photo tout à l'heure, mais je vais vous la remontrer, il y avait un vrai décor qui était énorme et qui faisait 13 mètres de... C'était un mur qui était sur une tournette, qui faisait 13 mètres de long et 4,50 mètres de haut. Donc pour danser, c'était aussi pour les danseurs une certaine complexité. Et donc, dans le 2e acte, quand on est dans la forêt, dans la nuit, il y a ce fameux, alors on voit le fameux cercle des Willis qui est formé, qui est cette espèce d'endroit dans lequel on rentre, qui est la zone magique dans laquelle on peut les rencontrer. Et donc ça, c'est fait par des gobos en général ou par des parts, enfin on fait toujours des cercles, etc., etc. Et donc ça, c'était l'autre contrainte qu'elle m'imposait, Sylvie Guilhem, quand elle m'a proposé ce projet. C'était, je ne veux pas avoir de gobo, je veux pas que ça se voit, je veux pas que ça existe. Donc ça c'était mon challenge, le challenge de ce spectacle-là pour moi, ça a été ça. Ça a été de trouver une solution pour arriver à ce qu'elle ait son cercle sur lequel elle puisse danser, qui soit un cercle fait de telle manière qu'on ne puisse pas le voir et que les filles ne passent pas dans le faisceau, que le ballet ne passe pas dans le faisceau des projecteurs quand elles rentrent dans le cercle. Donc j'ai beaucoup cherché, pareil, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc j'ai fait tout un tas de recherches déjà sur la lumière avec les peintres romantiques, entre autres Friedrich, qui est un romantique allemand, mais j'ai aussi pas mal travaillé avec Delacroix, parce que il y a des ciels, etc. J'ai beaucoup travaillé sur la peinture et surtout j'ai cherché une solution technique pour ce fameux cercle. Et j'ai trouvé une matière, là c'était en 2001, je pense que je dois être un des premiers à l'avoir utilisé à cette échelle-là, qui s'appelle l'électroluminescence. Et donc j'ai fait un cercle de 13 mètres de diamètre dans le tapis de danse en électroluminescence. Ce qui fait que quand les filles, quand ce cercle devait s'allumer, on allumait le cercle, et comme il était dans le sol et qu'il n'avait pas d'épaisseur, ça faisait le cercle comme elles le souhaitaient, et elles pouvaient rentrer et sortir sans qu'elles coupent la lumière du cercle. C'est-à-dire que le cercle existait tout le temps et il n'y avait pas d'ombre, à aucun moment le cercle ne s'éteignait. Donc ça, c'était mon challenge technique. J'ai mis 6 mois à trouver le matériau. On s'est énormément battu parce que à l'époque, pour parler juste un peu de technique, c'était des bouts d'1,20 m. Donc on a fait toute une bande sur un fort. Enfin bon, ça a été techniquement hyper compliqué à faire, surtout que c'est un spectacle à tourner à travers le monde entier. Donc c'était très, il fallait que ça soit en plus transportable. C'était du bricolage. Et c'était ça qui était intéressant dans ce projet-là, parce que tout ça pour vous dire que autant le premier projet, c'était un enjeu artistique, là, l'enjeu, il était autant artistique que technique, et c'est ça qui était intéressant là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait un challenge artistique, et il y avait un challenge technique important, et c'est ça qui était drôle. Et je vous dis tout ça parce qu'en fait, je reviens à mon tout début, qui est qu'à chaque fois, je repars à zéro. C'est-à-dire que là, sur ce projet-là, elle voulait donc sa journée, ok, et après, quand elle m'a demandé ce fameux cercle, hop, j'ai été chercher quelque chose, j'ai tout effacé de ma tête et j'ai été chercher quelque chose qu'on pouvait détourner de sa fonction, parce que l'électroluminescence, c'est ce qui éclaire les fonds de téléphone portable. Hein. C'est la matière que vous avez au fond du téléphone.
par exemple, comment on pouvait détourner ça et comment on pouvait faire un spectacle avec ça. Et donc voilà, donc ça c'était le grand challenge. Alors ça donne concrètement, vous voyez ce fameux mur de 13 mètres qu'il y avait sur 4,50 mètres de haut. Derrière il y avait un grand ciel qui est une toile peinte qui était en cerce, donc ça veut dire qu'elle entourait tout le décor. D'accord ? Et donc, là, vous voyez, ça, on retrouve, ça c'est, bon là, c'est pas très net, on voit pas très bien, mais si vous voyez sur l'ordinateur, on retrouve, je me suis amusé à faire de la peinture, hein, ça c'est vraiment des personnages là. Là, on voit les deux solistes, Gisèle avec son abrège, et là, d'autres plans. Je me suis vraiment amusé à faire des tableaux, pour le coup, là, sur chaque tableau, je me suis amusé à reproduire des tableaux de différentes époques. Là, j'ai vraiment suivi, donc là on est au milieu de journée, hein, on voit que les ombres sont écrasées. Je me suis vraiment amusé sur ce spectacle-là à suivre une journée comme on aurait pu en faire une la plus réaliste possible au théâtre. C'est-à-dire que je commençais avec le soleil qui se levait ici avec un angle très très plat, avec des corrections en avant dedans, c'est-à-dire ce qu'on voit, cette lumière un peu rosée qu'on peut avoir le matin, et qui en même temps ramène un spectre un peu lumière du jour, qui fait que c'est un peu dur. Ensuite, je montais là-haut avec des 5 kg, et donc j'avais une ombre qui était comme ceci, enfin, qui s'allongeait comme ça. Là, on arrivait à midi avec des 5 kg en douche. Et ensuite, on avait la même chose là, avec quelque chose de plus chaud. Et ensuite, à la fin, voilà, ça c'était la fin de la journée. Et donc voilà, et donc là, moi je me suis amusé à faire rentrer le coucher de soleil par la porte. Tout ça est très classique. Il n'y a pas de... il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Je me suis juste vraiment amusé à faire ça, à allonger les ombres et à jouer avec ça. Et donc ensuite, en deuxième partie, vous allez voir ce fameux cercle lumineux. Voilà. Donc là, vous voyez, le voici, le voilà. Hein, il est là. Il est dans le sol. Et effectivement, voilà le cercle des Willis. Donc ça, c'est la première chose intéressante. La deuxième chose, qui était une vraie contrainte, c'est qu'il y avait des rochers partout, là-haut, qui fait que je ne pouvais pas passer le projecteur comme je voulais. Et la dernière chose, donc pas de poursuite. Mais, sans poursuite, mais arriver à sortir le personnage principal par rapport aux autres, sans utiliser trop de latéraux, puisqu'elle ne voulait pas de lumière de danse. Donc ça veut dire pas de latéraux. Donc il a fallu que je me casse la tête à trouver des sources multiples qui passaient entre les rochers là, d'accord, à remplacer les latéraux qu'on utilise en danse, puisque la technique de la danse, hein, pour sculpter les corps, c'est de mettre ce qu'on appelle des échelles, c'est-à-dire des plans de latéraux à chaque plan de pendrillon, à différentes hauteurs, pour sculpter le corps et pour faire ressortir la forme des danseurs, pour faire sortir le corps. Moi, j'ai triché, c'est-à-dire que je les ai fait travailler très faiblement et que je les ai remontés, en fait. Et en multipliant les sources, c'est une technique que j'utilise beaucoup, je multiplie les sources, j'en mets une principale très forte, et là en l'occurrence, on voit que j'avais mis des axes croisés et des choses, et après je multiplie toutes les sources à des valeurs plus faibles pour qu'elles travaillent, mais qu'elles ne marquent pas au niveau des ombres. Donc là on voit les fameux rochers, et avec le rayon de lumière bleue, que je mets dedans pour faire la nuit et en même temps le rayon de lune dedans, avec toujours ces projecteurs qui viennent les éclairer là et qui mettent les autres dans la pénombre. Donc j'ai fait tout un travail, j'ai été obligé de faire tout un travail de découpage du plateau en fonction des répétitions. Je vais énormément en répétition. Énormément. Pourquoi ? Parce que aller aux répétitions depuis le début jusqu'à la fin, ça permet de voir la direction de travail qui est prise. Ça permet de savoir donc la direction de travail artistique, dramaturgique, effectivement. Ça permet aussi de savoir comment ça travaille sur le plateau et de pouvoir le découper, le plateau, pour savoir comment on va l'éclairer. Ça permet de savoir comment les choses évoluent. Parce qu'on part souvent avec des idées et on arrive avec d'autres idées. Et du coup, je me charge énormément de répétitions pour pouvoir travailler vite et surtout travailler avec le metteur en scène ou la chorégraphe dans la même direction qu'elle, sans qu'il y ait de discussion à partir du moment où on est sur le plateau. La discussion, elle se fera si on décide de changer quelque chose. Mais s'il n'y a rien de changé entre le moment où on était en salle de répète et le moment où on passe sur le plateau,
pour travailler le plus vite possible, pour pouvoir aller le plus loin possible dans les choix qu'on a faits. Faire, c'est pareil, c'est une tragédie, hein, qui commence le matin, au lever du jour, et qui finit à la fin de la journée. Le metteur en scène de ce spectacle était un grec, et il voulait absolument ramener cette pièce au quotidien en Grèce. Et pour ça, sa décoratrice a fait un décor qui ressemble étrangement au décor qu'avait fait Yanis Kokos pour un autre spectacle de vitesse qui s'appelait Elec. Donc l'intérieur d'une maison, vous le verrez tout à l'heure. Mais par contre, le fond, la référence que tout le monde allait avoir pendant tout le long du spectacle, c'était de la vidéo. Donc c'était l'image d'une île avec la mer, avec le soleil qui se promenait toute la journée pendant tout le long de la pièce, donc qui commençait d'un côté, qui finissait de l'autre côté. Donc c'est une contrainte, c'est une vraie contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est la vidéo. Cette vidéo-là, l'image que vous voyez derrière, c'est 2 projecteurs de 6000 lumens ouverts avec une focale courte qui raccordait sur le cyclo au-dessus du décor. Donc 6000 lumens, c'est très peu puissant. Hein, c'est vraiment peu de puissance, en plus avec des focales courtes. Donc ça veut dire très ouvert, donc qui perdait vraiment de la puissance. Donc en plus du problème de direction, j'avais le problème de ne pas affadir l'image, qu'elle soit brillante, puisqu'elle était censée représenter le soleil de midi en Grèce quand même. Donc il fallait qu'elle serve de référence. Donc ça a été assez compliqué, mais j'ai réussi à travailler. Par exemple, là, on a quand même bien la notion de lointain, on devait être à midi. Voilà. Donc là, vous voyez, effectivement, il y a d'autres zones par terre, mais on voit bien que là, on était sur un début de journée. Pareil, j'ai fait la même chose. J'ai commencé la journée à jardin, à gauche en l'occurrence, là, et je suis monté. Et là, contrairement à ce que j'ai fait dans Gisèle, je n'ai absolument pas mis de couleur. Je n'ai travaillé qu'avec 2 couleurs qui sont un léger froid et un lavande. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à partir du moment où vous avez la contrainte de la vidéo derrière, vous ne pouvez plus théâtraliser la chose. Parce que vous avez un réalisme, vous êtes confronté à une image qui est réaliste. Et moi, je ne peux pas lutter contre l'image réaliste au théâtre. C'est impossible. Et donc, je suis obligé, pour que ça fonctionne, de faire que mes personnages soient justes par rapport à l'image que j'ai derrière, de les éclairer dans une température de couleur qui fait qu'ils vont être raccords à ça. Donc là, je suis dans la contrainte. Et moi, c'est ce qui m'intéressait dans ce spectacle, c'est ce qui fait que j'ai voulu le faire, c'est qu'en fait, je n'avais que des contraintes. Mais par contre, le but du jeu, c'était d'arriver à faire que l'ombre circule. La seule chose que je pouvais faire, c'était faire circuler l'ombre, comme j'ai fait dans Gisèle, mais sans la couleur. Donc là, on a avancé dans le spectacle, on était en milieu de journée, il n'y a plus d'ombre. Elle est écrasée, elle est par terre. Et là, vous voyez, on passe sur la fin du spectacle, donc la fin de la journée avec l'ombre qui a tourné. Et effectivement, donc voilà. Et là, j'ai juste fait ça en fait. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur l'intensité et sur la direction avec juste 2 couleurs. J'ai commencé très bas avec une ombre qui venait de la gauche et qui allait vers la droite. J'ai été très très fort. À titre indicatif, pendant un moment donné, là, quand vous avez la photo de la milieu de journée, là, il y avait 40 kg de lumière d'allumée sur le plateau, sans que je gomme l'image qui se trouvait derrière. Juste parce que je travaillais en douche et que en douche légèrement face, j'utilisais le décor comme volet pour pas que ça retourne sur l'écran de projection derrière, et légèrement en face pour pas que les gens aient la lumière qui leur revienne vers eux et que ça les aveugle et que ça affadisse l'image. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, 2 spectacles qui se passent sur la même journée, vous pouvez les éclairer de façon radicalement différente suivant les choix qui ont été faits. Mais c'est pas moi qui ai choisi. C'est le metteur en scène ou le chorégraphe. Moi, ça, je n'ai fait que accompagner un souhait qu'ils avaient, quelque chose qu'ils avaient envie de voir. Et moi, j'ai trouvé les solutions techniques, les solutions artistiques, pour que ça puisse fonctionner et pour qu'ils aient l'image qu'ils avaient envie de voir. Donc ça, c'est un des rôles de la lumière.
c'est pour ça que dans ce cas-là, on ne peut pas parler de... Enfin, moi, je ne parle pas de dramaturgie de la lumière dans ce cas-là. Je parle du rôle de la lumière. Parce qu'on a un rôle d'accompagnement, on a un rôle de création, parce qu'on amène quelque chose, on amène une sensibilité, on amène un choix, j'ai fait un choix de couleur, un autre éclairagiste aurait peut-être fait un autre choix de couleur. Mais par contre, moi je raconte rien. Non, je ne raconte rien de plus que ce que le metteur en scène raconte. Et je n'y ai pas participé ni dans la conception au départ, ni quand je le réalise sur le plateau ensuite. Et c'est vraiment un travail d'éclairagiste, mais d'éclairagiste dans le sens où la lumière, là, pour moi, elle ne se voit pas. Elle n'a pas à se voir parce qu'elle accompagne le propos. Et ce qui me gênerait, c'est qu'on me dise que j'ai fait une très très belle lumière et qu'on ne voit que ça. Parce que ce n'est pas du tout le sujet. Par contre, un dernier spectacle qui s'appelle Ubu-Roi. Là, par contre, on va pouvoir parler de dramaturgie de la lumière. Ubu-Roi, c'est un spectacle qui a été monté par un metteur en scène anglais qui s'appelle Declan Donnellan. Declan Donnellan, au lieu de le monter de façon classique, comme on peut le voir de temps en temps, parce qu'il y a aussi les versions modernes que de monter, lui, il avait décidé que c'était... il voulait ramener ça à l'être humain, et il voulait ramener ça à montrer le côté monstrueux de l'être humain. Donc l'idée, c'était de dire qu'on démarrait dans un appartement bourgeois, avec un repas entre amis, et que sous le regard de l'enfant, ça devenait des monstres, et que le vrai côté de ces personnages se révélait, et ça devenait donc des monstres qui s'entretuaient, des animaux qui s'entretuaient et qui s'entredéchiraient. Donc moi, j'ai commencé je suis venu voir des répètes, on a fait des lectures, et Declan Donnellan est quelqu'un qui travaille beaucoup à partir d'improvisation. Et on a commencé à discuter de ce sujet-là, à en parler. Et moi, là, je leur ai dit, mais ce qu'il faut qu'on fasse avec ça, c'est qu'il faut qu'on fasse comme si c'était un film d'horreur. Donc, ça veut dire, il faut on passe d'un truc, on passe d'un moment normal à comme si on basculait dans les films d'horreur. Et l'idée leur a plu, et du coup, on est parti sur ce truc-là. Et du coup, moi, je me suis amusé. Donc là, j'étais faire tous les films d'horreur que je n'avais pas fait depuis très longtemps, mais des films d'horreur des années 70, ceux qui sont dans la couleur, et aussi les films d'horreur des années 20 de l'expressionnisme allemand, comme par exemple Nosferatu ou M le maudit, si on va prendre des films comme ça. Et je suis venu en leur faisant des propositions avec ça. Donc on va regarder après les photos, du coup il y a du vert, il y avait plein de contre-plongées, il y avait plein de latéraux, et pour le regard de l'enfant qui déclenchait tout ça, il y avait une petite caméra qui est de la vidéo. Moi, j'ai fait rajouter un petit projecteur sur la vidéo avec un faisceau qui faisait qu'on éteignait la lumière et qu'il éclairait les personnages sur lesquels on voulait voir le trait de caractère le pire qu'on puisse voir. Donc vous allez voir les images. Et du coup, on choisissait avec la caméra des angles qui étaient en contre-plongée. Enfin, on s'est amusé à décliner cette proposition que j'avais faite sous tous les angles. Et là, pour le coup, par opposition aux deux autres spectacles dont je vous ai parlé avant, là, il y a un vrai travail de dramaturgie au départ, parce que moi, je me suis inséré dans la proposition de mise en scène de départ. J'ai proposé quelque chose avec lequel ils ont travaillé quand ils ont fait la mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'idées à la table qu'on a mis en application et sur lequel on s'est appuyé les uns les autres. Donc voilà, et donc du coup ça donne ça concrètement. Donc ça c'est une des photos qui était dans l'appartement quand ils étaient en train de faire le repas. Mais ça par exemple c'est le roi de Pologne qui va être assassiné avec la mère Ubu derrière qui va l'assassiner. Et là vous voyez par exemple, même si la lampe est verte, il y avait quand même du vert sur le plateau, et le contre-plongé qu'il y a derrière pour le côté monstrueux de la mère Ubu. On s'est beaucoup amusé à faire ce spectacle. Bon, cette photo-là, elle est floue, mais hop, là aussi. Voilà. Là, on voit bien aussi l'histoire, pareil, hein, dans l'horreur. Donc ça, c'est le père Ubu dans une bataille. On voit bien toutes les histoires de contre-plongée et de visages qui sont marqués par les latéraux et par les contre-plongées, justement pour les rendre plus monstrueux. Par rapport à la photo que vous avez vue au début, quand ils sont
dans l'appartement bourgeois. Ça, c'est les photos aussi qu'on faisait avec ce fameux projecteur qui mettait en lumière les personnages pendant qu'on avait de la projection vidéo derrière. Donc c'était la façon d'avoir un peu comme une poursuite pour pouvoir focaliser sur le personnage sur lequel on était en train de travailler. Et pendant qu'il se passait d'autres choses avec la projection derrière et que les autres étaient dans le noir, on puisse arriver à serrer là où on voulait serrer. Et ça, c'est le fameux enfant avec le projecteur et avec le petit projecteur qui l'éclaire, qui s'auto-filme. Voilà, et là, la photo de départ, elle est quand même la différence. Ce qu'on peut faire avec de la lumière, c'est quand même si là, elle rigole, c'est quand même assez étonnant. Moi, j'aime beaucoup, c'est ça que j'aime dans la lumière, en fait. Hein. De transformer les... Voilà. Au-delà de l'expression, c'est comment on les creuse, comment on les abîme, comment on les rend autrement, quoi. Comment on change un personnage avec de la lumière. Comme comment on change un bâtiment, comment on change un costume, comment on change une coiffure, comment on change plein de choses. La lumière, c'est quelque chose de très très puissant. C'est un vrai outil. Tout ça pourquoi en fait? Tout ça pour vous dire que la lumière, c'est quelque chose, c'est un outil, c'est un vrai langage. C'est quelque chose qui est un vrai langage, au même titre qu'il y a des mots, au même titre qu'il y a des notes de musique. Parce qu'avec de la lumière, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. C'est-à-dire que entre la couleur, les angles et les intensités, vous pouvez raconter énormément de choses. Ça n'empêche que ce que vous racontez ne peut être qu'un accompagnement de ce que le metteur en scène va raconter. C'est ça qui est important, c'est là-dessus que j'insiste. Parce que pour moi, la lumière, c'est vraiment le fidèle ami du metteur en scène et du comédien. Mais ça ne peut pas être quelque chose qui fait de la mise en scène ou quelque chose qui se voit. Et qui raconte autre chose que ce que le metteur en scène va raconter. Une lumière, parce que ce n'est pas son but. Le but de cet outil et de ce langage, c'est effectivement d'aider à comprendre ce qu'on veut raconter. Voilà. C'est ça l'importance de la lumière. Et c'est d'une richesse incroyable, mais c'est un outil qu'il faut utiliser avec parcimonie et avec intelligence. Et surtout, ce n'est pas un outil qui est fait pour se mettre en valeur. C'est un outil qui est fait pour mettre en valeur un spectacle. Et ça, c'est hyper important. Je répète, moi, ma définition d'une belle lumière, la définition d'une lumière réussie est une lumière qu'on ne voit pas. C'est Dio qui m'a dit ça il y a 30 ans, quand j'étais un jeune stagiaire, et que je lui demandais, pour toi, c'est quoi une lumière réussie? Il m'a dit, une belle lumière est une lumière qu'on ne voit pas. Et j'ai trouvé ça tellement juste, et tellement beau, que je trouve ça surtout très juste. Et c'est ça que je continue à défendre aujourd'hui. Dans ce que vous avez vu qu'il y a quand même plein de lumières qui sont différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y a plein de gens qui ont vu le songe qui ne croyaient pas que c'était moi qui avais éclairé le Phèdre 2 ans auparavant. Tellement les lumières étaient différentes. Parce qu'encore une fois, par rapport au début de ce que je disais au début de la conférence, je considère que mon travail, c'est d'accompagner un projet. Donc à chaque fois que je découvre un projet, je repars de zéro. J'oublie tout ce que j'ai fait avant et je choisis les projecteurs et les angles et les couleurs en fonction du projet que je vais avoir à éclairer. Et pas en fonction d'une palette, comme je disais, pour certains éclairagistes, et puis dire, ben voilà, la palette c'est ça, et je vais encore faire une déclinaison de cette chose-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, les gens qui travaillent avec moi ne travaillent pas avec moi pour voir un certain type de lumière. Parce que ma lumière, elle sera ce que sera le spectacle. Mais elle ne sera pas, ça ne sera pas la même que la lumière que j'ai fait sur le spectacle d'avant. Ça soit de lumière radicalement différente. Même avec le même metteur en scène, hein, ça peut être de lumière radicalement différente. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment le projet qui décide de la façon dont je vais éclairer un spectacle. On veut de plus en plus une lumière qui soit belle, qui ressemble, on veut de plus en plus au théâtre concurrencer l'image.
Et du coup, on a tendance à de plus en plus faire des lumières justement qui se voient et qui flattent l'œil. C'est le temps, c'est la société, c'est l'évolution, c'est comme ça. Et moi, je ne lutte pas contre ça parce que d'abord, je n'ai pas les moyens de lutter. Et puis qu'ensuite, il faut... Je ne pense pas que la lutte, ça soit très constructif. Mais par contre, je pense qu'il est intéressant de ne pas perdre de vue le côté du théâtre qui est de raconter des histoires et de toucher les gens et pas forcément de faire du beau. La beauté, c'est pas un critère au théâtre. C'est la beauté d'un texte, mais c'est pas la beauté esthétique, c'est pas un critère principal pour moi. Voilà, ça. Il y a des gens pour qui ça l'est, mais pas pour moi en tous les cas. Je trouve qu'il faut qu'on continue à essayer de raconter quelque chose, à aider à ce que le propos puisse avancer et à ce que les gens sortent en ayant un envie de questionnement, qui sortent en tous les cas d'une salle différente de quand ils y sont rentrés. Et la lumière doit contribuer à ça. Et pas seulement à dire « Oh, j'ai vu un beau spectacle ». Toi qui as travaillé avec des éclairagistes où la lumière se voit, en fait, comment tu te définirais alors que tu as croisé André Dio qui a fait carrière avec la source unique au point d'inventer le 10 kg. D'ailleurs, on reconnaissait son passage dans les théâtres parce qu'il y avait un 10 kg qui traînait. On savait qu'André Dio était passé là. Toi qui as croisé Trottier et qui finalement s'est fait connaître surtout des techniciens, parce que la première chose qu'ils demandaient, c'était de placer directement 40 ou 50 projets le plus à la face possible. Et Alain Poisson, donc, qui lui travaillait toujours avec les mêmes 7 couleurs, à tel point qu'on reconnaissait tout de suite sa lumière. Comment toi tu définirais finalement ta lumière à toi? Ma lumière à moi, c'est la lumière c'est la lumière du projet que j'éclaire. J'ai pas de... Justement, j'ai décidé de travailler comme ça parce que je me retrouvais pas là-dedans. Parce que je viens pas du sérail, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'école, j'avais jamais fait de théâtre avant de débarquer dans ce milieu-là. J'ai eu la chance, quand j'ai débarqué dans ce milieu, de travailler tout de suite avec ces gens-là, de les rencontrer. Et moi, donc j'ai été assistant de ces gens-là, j'ai fait des régies pour ces gens-là, j'ai passé des jours et des nuits dans les théâtres à les regarder travailler, à étudier comment ils bossaient, à regarder comment ils faisaient, à comprendre leur méthodologie, parce que je tournais les spectacles ou parce que j'avais juste envie d'apprendre. Et moi, je me suis dit, quand on a commencé à me proposer à faire de la lumière, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est éclairer un projet et c'est faire la lumière qui correspond au projet que j'ai devant moi. Et donc, c'est mettre ma lumière au service du projet et pas ramener le projet au service de ma lumière. Voilà. Et je continue là-dessus imperturbablement. Te mettre au service de... Ouais, absolument. Je pense que c'est ça qui est compliqué dans la lumière. Enfin, c'est ça qui est compliqué dans la lumière. C'est là où ce boulot, mais pour les décorateurs, pour certains, c'est pareil. Emmanuel Clolu, qui est le décorateur de Nordais, entre autres, de la Cascade, on a exactement la même approche là-dessus. C'est-à-dire que lui, il fait un décor en fonction de ce qu'il voit du projet du metteur en scène. Je me charge par rapport au spectacle. Je me mets dans le spectacle, je me rentre dans le spectacle comme un comédien va rentrer dans un rôle. C'est pour ça que je parle de rôle. Parce que c'est là que la lumière, elle a un rôle, pour moi. Tu parles en comparaison d'autres éclairagistes qui ont un style. Est-ce que vous pensez que la différence se fait vraiment au niveau du processus de travail, par exemple? Je ne suis pas sûr qu'elle se fasse au niveau du processus du travail. Ils vont aussi beaucoup aux répétitions, peut-être plus que moi, peut-être moins que moi, ça je ne sais pas. Par contre, eux, ils vont ramener ça à leur solution technique et à leur vision du projet. C'est-à-dire qu'ils vont imposer une patte. Donc ils vont ramener ça à leur solution technique. Par exemple, alors là on va rentrer dans les exemples, mais Berthomé travaille toujours avec des parts, un type de projecteur bien particulier, et toujours avec la même colorimétrie quasiment. Donc il va ramener un projet à quelque chose, à des choses qu'il connaît, qu'il sait faire, et qui va combiner autrement en fonction du projet sur lequel il va travailler. Mais il ne va pas changer
sa façon de penser. Mais ça ne l'empêche pas d'aller autant en répétition que moi, je pense. C'est juste la façon de réaliser la lumière qui va être différente. C'est-à-dire que moi, contrairement à lui, je ne vais pas réutiliser forcément 2 fois de suite le même projecteur. Ou Daniel qui tout le temps, Daniel Lévy, qui était venu faire une conférence ici, pareil, qui fait beaucoup de dessins, qui fait beaucoup des gobos, des plaques, qui amène toujours, il y a toujours ça. Donc on reconnaît Daniel parce qu'on sait qu'il y a un moment donné où ça bidouille. Moi j'aime beaucoup ça, hein, j'ai pas de... Je critique pas, mais c'est pas la lumière que moi j'ai envie de faire. En fait, moi ce que j'aime beaucoup dans la peinture, c'est ce que j'ai montré dans la photo de Gisèle tout à l'heure. Ce que j'aime beaucoup dans la peinture, c'est dans l'ensemble d'un tableau, comment à certains endroits il y a des personnages qui sortent. Et j'adore faire ça en lumière. C'est-à-dire que ça c'est mon grand jeu. C'est d'avoir des grands tableaux et puis d'avoir des parties comme ça. Et les personnages, en fonction, c'est pour ça que je fais beaucoup de répétitions aussi, ce dont je parlais tout à l'heure, je découpe les plateaux beaucoup, parce que je trouve des axes de lumière qui font que des personnages vont passer à un moment donné dans la lumière, en sortir, et vont faire, donc ça va recomposer des tableaux, et sans changer la lumière, effectivement la lumière on va avoir l'impression que la lumière a bougé. Et ça c'est parce que j'ai plein de références de peinture, parce que j'adore la peinture. Et j'adore aussi la peinture, très fort. Et le cinéma aussi. Vous mettez sur le visage, comment on travaille par rapport au maquillage? C'est la lumière qui s'adapte au maquillage, ou est-ce qu'on a un travail avec le maquilleur pour dire qu'il faudrait tel type de maquillage parce qu'il y a telle ambiance? Bonne question. Bonne question. Ça dépend. Il y a des projets sur lesquels j'ai adapté la lumière au maquillage. C'est-à-dire que, par exemple, là j'ai fait un Nabucco au mois de juin, où les personnages étaient extrêmement maquillés, très marqués, avec très noir et blanc. Donc j'ai adapté la lumière, effectivement, au maquillage. J'ai changé toute la colorimétrie. Enfin, j'ai changé. Je ne l'ai pas changé parce que j'ai dès le départ su que ça allait être maquillé comme ça. Et donc j'ai adapté tout de suite. J'ai tenu compte de cette contrainte et j'ai tout de suite tout de suite mis la colorimétrie qu'il fallait pour que ça fonctionne avec les maquillages. Par contre, il y a eu des fois sur certaines pièces où le maquillage était un maquillage, je dirais, standard, et où la lumière était faite, le maquillage était arrivé très tard, et il voulait raconter une histoire qui n'était pas le propos, et là, effectivement, c'est moi qui ai fait changer le maquillage. Mais ça m'est rarement arrivé, mais ça m'est déjà arrivé. Je me suis plus souvent adapté au maquillage que Donc merci beaucoup Pascal Merci. pour cet exercice.